Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Ce conseil qui s'adressait autrefois aux prisonniers allemands et qui s'adresse maintenant à des prisonniers français fait encore sourire le jeune homme. Les lits se touchent presque. Comme ameublement, c'est tout. Il se répète exactement dans toutes les chambres, comme a pu le constater Rouletabille à travers les vitres des portes. Toutes les portes sont vitrées et la surveillance, ainsi, est rendue des plus faciles. Le Feldwebel, qui a la responsabilité de l'étage comme une gouvernante d'étage dans un caravansérail à la mode, est un gros bonhomme d'une 50aine d'années à la figure de brique barrée d'une énorme moustache blanche qu'il relève inlassablement en roulant ses yeux terribles. Pas méchant homme, doit être bon père de famille, veut en imposer aux prisonniers. Ainsi le juge au premier abord Rouletabille, qui le voit entrer dans sa chambre et l'entend énumérer en termes retentissants et comminatoires les principaux points du règlement intérieur. Rouletabille reçoit le numéro 284. Il occupera la couchette numéro 9. On se lève à 5 heures, on se couche à 9. À partir de 9 heures, le silence le plus absolu est de rigueur. Naturellement, le prisonnier fait son lit et lave son linge. Il reçoit, moyennant 80 pfennigs par jour, le logis, le couvert et une paire de draps toutes les 3 semaines. On les gâte. On les gâte. Un coup de sifflet retentit dans le corridor. Il paraît que la soupe est servie pour les nouveaux arrivés. Derrière le Feldwebel, les jeunes gens pénètrent dans une salle assez grande. Il y en a une de cette sorte pour 5 dortoirs ou chambres, telles que celle qu'habite Rouletabille. Là encore, les 4 inévitables portraits, l'inscription relative aux espions et une longue table entourée d'escabeaux. C'est la salle à manger. Un déjeuner assez rudimentaire va être servi aux voyageurs qui n'ont pas mangé depuis la veille à midi et qui meurent de faim. Une table, des chaises. Décidément, on ne les traite pas en prisonniers, mais en ouvriers. Le couvert est mis. Une assiette profonde de fer émaillé, une fourchette et une cuillère de fer battu. Quel luxe! La soupe servie par de vieilles femmes qui arrivent des cuisines est une espèce de rata où flottent quelques morceaux de viande qu'on ne saurait dénommer. 500 grammes de pain pour la journée, de l'eau à discrétion. Mais on a la ressource de faire venir de la bière de la cantine. À la fin du repas, un peu d'eau chaude au goût de gland qui a la prétention d'être du café. Mais qu'importe à Rouletabille, il se préoccupe bien, lui, de la nourriture. Le Feldwebel au teint couleur de brique, qui est heureux d'entendre un Français parler l'allemand, se pique lui aussi d'entendre et de parler un peu le français. Il dit à Rouletabille, qui, tout en pensant à autre chose, semble considérer sans enthousiasme son assiette. « Ja, triste, aber c'est la guerre !» Après le déjeuner, on leur montre, toujours au même étage, une salle avec quelques cuvettes crasseuses et une autre salle avec une auge centrale où les prisonniers peuvent nettoyer eux-mêmes leur linge. C'est le lavoir. Rouletabille profite de ce qu'il se trouve à côté du Feldwebel pour lui demander « On fait donc tout ici? On ne sort jamais d'ici ?»« Jamais, à moins que ce ne soit pour aller aux ateliers ou pour la promenade dans le préau. Mais jamais on ne sort de l'usine, ni on n'y meurt. Au grand jamais. » Eh bien, me voilà renseigné. On les laissa procéder à leur toilette. Chacun pouvait aller dans les salles communes, lavabo, lavoir, salle à manger, mais chacun ne pouvait pénétrer que dans sa chambre, sans risquer le conseil de guerre. Sur l'ordre du Feldwebel, Rouletabille dut expliquer cette partie du règlement à ses compagnons de captivité. Après les ablutions, le reporter regagna donc sa chambre, ou plutôt son dortoir. Il se jeta sur son lit non pour dormir, mais pour réfléchir. Chapitre 11. Rouletabille s'oriente. Depuis le récit de Nourri, 2 mois s'étaient écoulés. Fulbert, à cette époque,
considérait que 5 mois ne se passeraient point sans que les Fritz fussent amenés à s'apercevoir qu'ils avaient été en partie trompés par le Polonais et, par conséquent, sans que celui-ci ne fût sommé de livrer tout le secret de l'inventeur. Il resterait donc à peu près 3 mois à Rouletabille pour sauver Paris de la terrible Titania. Mais ce laps de temps ne lui était nullement assuré. Depuis 2 mois, des événements avaient pu se passer et le réduire considérablement. Voilà ce qu'il fallait savoir avant tout. Et pour le savoir, il fallait joindre l'un de ces 3 êtres sur la tête desquels se jouait l'un des plus formidables drames que le monde eût connus. Fulbert, sa fille Nicole, Serge Kanievski. Pour les joindre, il fallait savoir s'ils habitaient tous 3 dans l'usine ou hors de l'usine, l'endroit précis qu'ils occupaient, l'espace qui les séparait les uns des autres et chacun de Rouletabille. Pour agir hors de l'usine, Rouletabille avait engagé Vladimir. Pour travailler dans l'usine, il s'était adjoint Lacandeur. Ces 2 aides, les trouverait-il à leur poste ? Seconde question importante à régler le plus tôt possible, car Rouletabille évidemment ne travaillait pas de la même façon s'il avait 8 jours devant lui ou 2 mois, s'il devait faire tout seul ou s'il devait faire à 3. Il se donna 3 jours pour se renseigner là-dessus. Après cette résolution, la fatigue sembla un instant le dominer. Un demi-sommeil le gagna et il laissa tomber sur le plancher sa pipe éteinte. Le bruit qu'elle fit en tombant le réveilla, tout à fait. Il eut honte de lui-même, se jeta au bas de sa couche, se baissa pour ramasser sa pipe et, tout à coup, resta en arrêt devant un objet extraordinaire dont la vue avait failli lui arracher une exclamation de joie. Sous le lit, à côté du sien, il y avait un soulier, un énorme soulier. Il y en avait même 2, l'autre étant caché par celui qu'il voyait. Et ce soulier suffisait au bonheur de Rouletabille. Ah, la belle chaussure! Il la reconnaissait, le beau cuir, et soigné, et brillant, reluisant, magnifique. Et il y en avait. Certainement le propriétaire de ce soulier-là devait chausser quelque chose comme du 47, et encore. Le cœur battant, Rouletabille allongea une main tremblante sous le lit numéro 8 et ramena un soulier d'abord, puis l'autre. Quelque temps, il considéra cette énorme paire de ribouilles sans pouvoir retenir des petits soupirs de satisfaction. « C'est lui. Ce ne peut être que lui qui se promène ici dans d'aussi superbes godilles. » Le reporter ne pouvait plus douter que le destin favorable l'eût fait le compagnon de chambrée de Lacandeur. Certes, Rouletabille avait un peu aidé la fortune par ses combinaisons et il était tout à fait normal que fussent réunis dans un même groupe les prisonniers militaires qui travaillaient dans un même atelier. Cependant, les imaginations les plus parfaites ne sont point toujours récompensées par une réalisation aussi mathématique. Et le cœur du jeune homme en fut tout réchauffé. Il eut confiance en un prochain avenir. Il était 12h30 environ quand il y eut dans le couloir un grand remue-ménage. C'étaient les ouvriers prisonniers qui rentraient. Ce jour du dimanche, les autorités leur accordaient tout l'après-midi pour se délasser, se promener dans leurs préaux ou écrire. Ils pouvaient même jouer aux dominos ou aux dames dans la salle commune. Quand l'équipe de son dortoir fit irruption dans la pièce, Rouletabille était étendu sur son lit, les yeux grands ouverts. 8 prisonniers défilèrent devant lui, le saluant d'un bonjour amical tout en retirant leurs vêtements de travail. Les uns s'enfurent au lavabo, les autres lui posèrent quelques questions, il répondit vaguement en affichant une fatigue extrême et en fermant les yeux. Il n'avait pas vu Lacandeur, et il ne voulait interroger personne. Soudain, le plancher du corridor se mit à gémir sous des pas puissants. Le cœur de Rouletabille battit à coups plus précipités, et le reporter rouvrit les yeux. Lacandeur entra. D'abord, Lacandeur ne vit pas Rouletabille. Il jeta sa capote sur son lit en criant « Oh ! A fini l'emballage de la semaine. Oh !» Et puis il s'affaissa sur le sommier qui craqua, après quoi Lacandeur se déchaussa en poussant des « en » lamentables. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Pichenette ?»« Bonsoir, bonsoir. Je te défends de m'appeler comme ça. T'entends bien l'enflé ?»« Tu m'appelles bien l'enflé, moi qui n'ai pas 2 sous de lard sous la peau. Je peux bien t'appeler Pichenette,
toi qui as un point à assommer un bœuf. Possible. Mais moi j'ai un vrai nom qu'il ne faut pas oublier. Je m'appelle... René Duval. Ouais, tout simplement. Ouf, je m'en souvenais plus. Grogna en aparté la candeur qui se redressa après avoir déposé précieusement ses godilles au pied de son lit. En se relevant, il aperçut tout à coup Rouletabille. D'abord il vacilla, son grand corps eut une oscillation de pendule, puis sa bouche s'ouvrit, énorme, puis se referma sur le cri qu'il ne fut plus entendu que comme un lointain grognement. De ses yeux fixes, Rouletabille foudroyait Monsieur René Duval. Eh bien, Pichenette, qu'est-ce qui te prend? Je grogne à l'idée du mauvais déjeuner que nous allons faire. Oh sûr, ils vont pas nous servir des tripes à la mode de camp. Te faudrait-il aussi une bolée de cidre de Normandie? Hélas. Tiens, v'là la cloche. 2 coups de sifflet stridents appelaient les hommes à table. Le petit dortoir se vida. Seuls restèrent Lacandeur et Rouletabille. Celui-ci avait refermé les yeux. Quand il les rouvrit, il revit Lacandeur qui le contemplait dans une immobilité de statue sans oser dire mot. Veux-tu ficher le camp déjeuner avec les autres? Je ne te connais pas, moi, monsieur René Duval. Lacandeur fit demi-tour et quitta la chambre en se heurtant de joie aux meubles. Rouletabille était enfin arrivé. Il y avait 15 jours que Lacandeur l'attendait, ou plutôt qu'il n'espérait plus le voir arriver. Rouletabille ne lui avait-il pas dit « Je serai avant toi à Essen » Le géant ne mangea pas, et revint le premier dans le dortoir. Rouletabille lui tourna le dos et feignit un profond sommeil. Lacandeur poussait des soupirs à attendrir un tigre. Il ne réussit qu'à se faire donner à la dérobée un solide coup de pied dans le ventre par Rouletabille qui semblait continuer tranquillement son somme. Ce ne fut que vers les 5 heures, quand Rouletabille se fut assuré par lui-même que nul ne pouvait l'entendre, qu'il permit à Lacandeur de profiter de la solitude où on les avait laissés tous deux, pour soulager le trop-plein de son âme aimante, dévouée, mais nullement héroïque. Du reste, le reporter de l'époque eut au fait de mettre fin à un bavardage sentimental et il fit subir à Lacandeur un interrogatoire très serré qui lui permit d'apprendre le plus possible de choses utiles dans le moindre espace de temps. C'est ainsi qu'il sut que les prisonniers militaires qui travaillaient à l'usine et qui couchaient autrefois dans un camp hors de la ville avaient été installés définitivement à l'intérieur des usines dont ils ne franchissaient plus jamais les portes, et cela depuis l'évasion de 2 prisonniers ouvriers qui s'étaient produites quelques mois auparavant. De cette façon, on ne craignait plus aucune fuite, ni aucune indiscrétion relative aux usines Krupp, tant que durerait la guerre. Il en était résulté du reste un meilleur traitement pour les prisonniers. Ceux-ci avaient bénéficié des anciens casernements des ouvriers célibataires de l'usine, dont quelques centaines travaillaient maintenant sur le front. Ces locaux, affectés en même temps aux prisonniers militaires et aux ouvriers étrangers, des nations neutres, étaient appelés Arbeiterheime. Prisonniers et ouvriers étrangers étaient traités à peu près de même sorte, avec la même surveillance. Partout où il y avait des ouvriers étrangers dans un atelier, il y avait des sentinelles, baïonnettes au canon, et ces ouvriers étaient aussi souvent fouillés et espionnés que les prisonniers eux-mêmes. Un salaire particulièrement élevé les faisait passer par-dessus ces légers inconvénients. Dans l'Arbeiterheim, où couchaient Rouletabille et Lacandeur, il y avait 600 ouvriers étrangers et une centaine de prisonniers français. Ces derniers travaillaient tous à la fabrication des aciers de commerce ou des machines à coudre, seule besogne qu'ils pussent accepter. Et combien de soldats pour surveiller une Arbeiterheim comme la nôtre? Une vingtaine de territoriaux qui reviennent avec nous au poste de notre casernement particulier quand les repas ou le repos nous y appellent et qui nous suivent dans les différents ateliers où nous travaillons sans cesser de nous surveiller jamais. 20. Ça n'est pas beaucoup. Bah, c'est trop pour ce qu'ils ont à craindre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre eux? Songe qu'ils ont des mitrailleuses, et puis, de toute façon, nous serions bouffés en 5 secs, mon vieux. Nous aurions les 400 000 ouvriers Boche sur le dos, avant même que le général, qui a la responsabilité de l'ordre, ait pris le temps de faire téléphoner à tous les postes et de rassembler sa légion. On est sûr de nous. Si sûr que, parfois, nous jouissons d'une liberté relative. Vraiment? Mais je croyais que vos gardiens ne vous lâchaient jamais. Dans les ateliers, au moment du travail.
Mais ils nous fichent la paix à peu près ici. On peut descendre à la cantine à certaines heures, et en glissant la pièce, on peut prolonger son séjour la nuit à la cantine, si on sait s'arranger avec le père Bachstein.